Bonjour à tous et à toutes, c'est Jennifer Padgemi, bienvenue dans l'épisode 18 de Miroir Miroir. Aujourd'hui, je suis en présence de Boléwa Sabourin et de Bala Fofana. Bonjour. Le premier est un artiviste, comme il aime le rappeler, mais surtout professeur de danse, cofondateur de l'association LOBA, qui intervient en France et au Congo pour aider les femmes victimes de violences sexuelles à travers la danse. Il a coécrit La rage de vivre aux éditions Face Cachée avec Bala Fofana, qui est lui journaliste à Libération. Ensemble, nous allons évoquer la manière dont le corps et la danse peuvent devenir des outils puissants dans la reconstruction physique et psychologique des personnes victimes de violences sexuelles, mais aussi leur rapport à la masculinité noire, souvent empreinte de stéréotypes et rarement représentée de manière juste dans les médias traditionnels. Bonjour Boléwa et Bala. Bonjour Merci Jennifer. d'être avec nous pour cet épisode. Pour commencer, j'aimerais bien savoir comment votre collaboration sur ce livre s'est faite. Bala, qu'est-ce qui, toi, t'a particulièrement intéressé dans l'histoire, le parcours de Boléwa, pour te dire que ça valait le coup de bosser ensemble ? Comme on est dans l'émission un peu sur le corps, il y a des forces qui s'imposent à toi. Moi, j'étais absolument pas parti pour écrire la biographie d'un inconnu, pratiquement. Mais ouais, il y avait une énergie, une sincérité et après, oui, un parcours touchant, et c'était surtout pas se raconter pour se raconter, mais c'est se raconter dans le cadre d'un projet. Et c'est ce qui m'a fait, moi, donner envie de prendre des risques, parce qu'à ce moment-là, j'étais en période d'essai quand on a commencé à travailler sur le livre. Boléwa, à la lecture de ton livre, donc La rage de vivre, on comprend que tu reviens de loin, avec des expériences pas toujours évidentes et des gros passages à vide. J'invite les personnes qui nous écoutent à en savoir plus en lisant ton livre, mais tu évoques même sans détour des années sans domicile fixe et des addictions diverses et variées. Est-ce que tu dirais que c'est la danse qui t'a sauvé ? Je pense que oui, effectivement, c'est la danse qui m'a sauvé. Et la danse, étant donné que je la pratique avec des gens, c'est aussi les gens qui étaient autour qui m'ont tendu la main. Mais oui, la danse a été vraiment ma bouée de sauvetage. Et est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es mis dedans ? Comment ça a commencé pour toi, cette histoire avec la danse ? Alors, l'histoire avec la danse est assez compliquée parce que je sais jamais comment la débuter. Je peux la débuter à ma naissance, vu que mon père est danseur et que ma mère est son élève, et qui se sont rencontrés par la danse, et que je suis né, du coup, de la danse. Donc, souvent, je date ma rencontre avec la danse à ce moment-là. Mais consciemment, je pense, c'est véritablement vers 8 ans quand je suis allé à un cours d'un ami de mon père, Mouchimaye, et que j'ai vu ses enfants et d'autres enfants qui dansaient derrière lui, alors que quand j'allais au cours de mon père, je m'asseyais dans un coin et je les regardais. Ça me donnait pas envie de le suivre, peut-être parce qu'on avait un rapport particulier, mon père et moi, mais là, je voyais ce père qui avait vraiment une vision pour ses enfants et du coup qui était derrière, qui suivait, et donc c'est vraiment à ce moment-là où j'ai eu vraiment envie de danser de manière professionnelle. Après, étant donné que j'ai grandi dans des milieux très africains où la danse était un peu partout, où moi-même je dansais tout le temps, où quand on partait sur les tournées de Koffi Olomidé ou des autres artistes congolais, je me retrouvais souvent sur scène à danser à côté d'eux. Donc j'ai toujours dansé, mais après, de manière plus professionnelle, c'est vraiment vers 8 ans. Donc t'es arrivé par la danse via ton père, donc d'origine congolaise et lui-même danseur hors pair et professeur de danse. Comment t'es venue l'idée de créer l'association LOBA ? Alors LOBA, ça s'est construit avec William Jaboum, qui lui-même était danseur, mais de hip-hop. En fait, mon oncle donnait des cours de danse au studio Kim Khan dans le 13e arrondissement, et juste après lui, il y avait le cours de hip-hop. Bon, au début, moi, j'y allais pas vraiment beaucoup, et un de mes cousins est resté, il s'est fait ami avec le professeur de hip-hop, et puis moi, j'ai suivi mon cousin comme souvent, et je me suis retrouvé du coup à ce cours. Il y avait un autre noir en dehors de mon cousin qui prenait des cours, et du coup on s'est fait amis, et petit à petit ce gars qui était un peu la caricature baggy, noir, fait du hip-hop, il est toujours derrière, il laissait tous les autres devant. Il n'y avait pas beaucoup de mecs en plus. Il s'avérait être un être hyper complexe qui venait de Noisy-le-Grand, qui faisait des études d'économie à la fac à côté. C'est pour ça qu'il s'était inscrit dans cette salle-là. À
Paris 1 à Tolbiac. Et du coup, en fait, on partageait vraiment beaucoup de réflexions ensemble sur nos identités, sur nos parcours, sur les freins aussi et les tensions qu'on pouvait vivre et qu'on pouvait avoir en étant des Noirs en France, faisant de la danse, mais avec des parents qui veulent que vous réussissiez vos études et que vous fassiez de l'économie parce que la danse n'est pas un métier. Du coup, vraiment, en revenant des États-Unis où on était allé danser et s'éclater et apprendre des cours, on est revenu et ça nous a renforcés. On s'est dit qu'on va créer cette association LOBA, qui veut dire Exprime-toi, qui a toujours pour but d'exprimer en fait les difficultés qu'on peut avoir, mais en utilisant l'art comme outil d'expression, donc que ça soit la danse, mais aussi le théâtre, la photo, ou tout type d'art en fait. Donc pour toi, tout a vraiment basculé dans ta vie le 8 mars 2016, si je ne me trompe pas, quand tu rencontres le docteur Denis Mukwege, gynécologue congolais souvent labellisé comme, entre guillemets, l'homme qui répare les femmes, mais qui a surtout reçu, entre autres, le prix Nobel de la paix en 2018 pour son action d'utilité publique envers les femmes victimes de mutilations et de violences sexuelles au Congo. Et tu expliquais dans un article de TV5 Monde que tu lui avais expressément demandé ce que tu pouvais faire pour l'aider dans son combat. Je cite, « Le docteur Mukwege expliquait qu'il avait reçu beaucoup d'aide de la part de psychiatres, psychologues, psychothérapeutes occidentaux qui tentaient de faire parler ces femmes selon la méthode occidentale. En fait, ça ne fonctionnait pas car elles n'ont pas cette culture de raconter leurs problèmes, de se livrer de cette manière. Il disait que par la danse, par le chant, elles arrivaient parfois à se libérer, à se livrer. Ça a fait tilt. Moi, je suis danseur. Ce que je peux apporter, c'est ça. C'est ma connaissance de la danse. Donc, c'est à partir de là que tu as eu l'idée de recréation. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe concrètement ? Et quel impact aussi le travail du docteur Mukwege a sur toi et sur ton travail ? Alors, je pense que c'est drôle parce que recréation, c'est un peu aussi une deuxième étape pour LOBA. En fait, LOBA, avec William, on l'a créé en 2008. On avait 21 ans et 19 ans. Et du coup, pendant 4 ans, 5 ans, on a exprimé nos difficultés à travers l'art et on a permis à d'autres aussi de le faire. Et puis après, on a fait une pause, chacun est allé dans sa direction, mais on était potes, hein, donc c'est pas l'OBA qui nous réunissait, c'était vraiment d'abord ce qu'on partageait ensemble. Et du coup, à un moment donné, en 2015, il s'avère que William a son doctorat en économie, et moi, après une reprise d'études, j'acquiers un master en sciences politiques. Moi, je sentais que ce que je faisais, le travail où j'étais, ne me suffisait pas, donc j'avais dit que je m'arrêtais, et j'avais dit à William que j'aimerais qu'on relance l'OBA. On est en décembre 2015, février 2016, il y a mon prof qui décède, et là, prof de danse. Mon prof de danse et mon maître qui décède, et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma danse ? Qu'est-ce que je vais faire de cet héritage que j'ai reçu, et sachant que je danse depuis maintenant très longtemps. Et là, un mois plus tard, je rencontre le docteur Denis Mukwege qui fait cette conférence. Et quand il prononce ces mots et que ça fait vraiment tilt, j'ai la réponse en fait à ma question de qu'est-ce que je vais faire de ma danse. Exactement lors de cette conférence qui t'a émerveillé. Alors il y avait ça déjà qu'il avait dit, donc ça m'avait fait tilt. Et puis il y avait aussi surtout une réponse qu'il a faite à une dame qui était là. Très belle dame, très grande dame, qui lui a dit « Mais monsieur, on parle souvent du nombre de femmes que vous avez reconstruit, réparées, mais pouvez-vous nous dire combien ?» Et lui qui prenait plein de questions, à ce moment-là, il a dit « Je vais m'arrêter à celle-ci ». Il a pris le micro et il a dit « Madame, vous savez, ne serait-ce qu'une, c'est déjà trop. » Et là, drop the mic, c'est terminé, fin du game. Et là, moi, j'ai dit oui, il a tout dit, en fait. C'est dans la plus simple réponse que se trouve la plus grande puissance de cet homme, qui revient vraiment à l'essentiel, en fait, et qui ne se perd pas dans tout ce qu'on peut voir de l'homme qui répare les femmes, les trucs. Non, vraiment, il fait son travail de manière minutieuse, et surtout il le fait vraiment avec sincérité, et que du coup c'est pas le chiffre qui l'importe, c'est que ces choses-là arrivent à ces femmes, et qu'aujourd'hui il en est à 3-4 générations de femmes qui est reconstruit, ce qui est trop, et c'est pour ça qu'il prend la parole. Et donc moi, c'était comment je peux venir
en sachant qu'il y avait Des pétitions. des pétitions. Ouais. Mais je voulais être utile, moi je suis un être d'action et pas de cliquage en ligne. Il fallait vraiment apporter cette utilité. Et donc c'est vraiment là où il dit, docteur, qu'est-ce que je peux vous apporter moi, du haut de mes 30 ans, avec le peu que j'ai, la danse et quelques connaissances politiques. Et donc c'est là où il m'a dit vraiment faites-moi un projet. Et que c'est comme ça qu'on s'est décidé à lancer ce projet. Et on est parti sur quelque chose qui devait être éphémère. Ponctuel où on allait leur donner des cours de danse et il s'avère que en fait quand on est parti du coup un an plus tard en 2017, les cours de danse qu'on donnait étaient suivis d'un temps avec le psychologue et le psychologue se rendait compte qu'elle s'exprimait beaucoup plus après ces cours de danse et donc c'est là où on s'est dit mais en fait on a notre modèle, c'est un modèle qui allie la danse, donc quelque chose qui est en groupe avec une autre chose qui est en groupe, qui est la prise de parole. De là, on a décidé de lancer un modèle de cothérapie entre danseurs et psychothérapeutes. Donc, deux personnes, au lieu de travailler séparément, comme là, 1 heure de danse suivie d'1 heure de groupe de parole, on travaillerait ensemble, en commun, sur 2 heures, et on propose vraiment de la danse et un moment d'échange par la parole et d'utiliser du coup ces moments d'échange par la parole pour les retranscrire dans le corps et retranscrire ce qu'on ressent dans le corps par de la parole. Et comment ça se traduit, ces types de cours ? Comment Alors, les femmes arrivent à toi ? J'imagine que tu n'es pas seule. Oui, du coup, on est en binôme avec ma collègue psychologue. Alors déjà, nous, on travaille dans des centres où elles sont accueillies, où elles travaillent avec aussi d'autres professionnels. Donc ça, pour moi, c'est important de le dire parce que justement, on pense pas que notre méthode est la méthode. On pense que c'est vraiment dans une prise en charge globale qu'elles pourront aller de l'avant. Et donc du coup, quand on arrive, on va revenir sur la semaine, comment ça s'est passé, parce que du coup ça se passe 1 fois par semaine, tous les lundis en l'occurrence, et elles vont nous raconter leur semaine, les hauts, les bas, et dans ces moments-là, dans ces temps-là où elles vont nous raconter avec ma collègue, on va prendre quelque chose d'elles pour l'exprimer. Alors pour prendre un exemple, la dernière fois, lundi dernier, il y en a une, du coup c'est le mois du Ramadan, c'est le mois du pardon, et du coup on a travaillé sur la question du pardon. Qu'est-ce que ça voulait dire pour elle ? Parce que du coup elle les expliquait que c'était le mois du Ramadan, le mois du pardon, que le pardon, ça. Et donc on a essayé d'exprimer pour elle qu'est-ce que c'était le pardon. Dans cette expression du pardon, elles vont se livrer sur leur vie. Il y en a une qui va nous dire que elle a du mal à pardonner sa sœur qui a tué ses enfants au pays. C'est des choses, si vous venez, vous leur dites oui, alors racontez-nous votre vie, ça va pas marcher en fait. Mais par contre, en partant de cette thématique-là, elle va prendre un exemple pour nous expliquer clairement pour elle, qu'est-ce que c'était la signification pour elle, il y avait 2 pardons. Il y a le pardon qu'on peut pardonner des gens facilement, et il y a le pardon des choses qui sont plus dures à avaler, en tout cas, qui vont prendre plus de temps. Et du coup, il fallait qu'on replace cette notion du pardon dans un continuum temps qui était, en fait, ça prend le temps que vous avez et que vous voulez, mais c'est le même pardon, en fait. Et donc, on a travaillé ça à travers le mouvement, mais à travers aussi la parole. Donc ça, c'est vraiment une thématique. Et la semaine dernière, il y en a une qui s'arrêtait sur le girl power, qu'est-ce que c'était, etc., etc. Donc chaque semaine, on arrive comme ça sur des brides de vie et on extirpe vraiment un moment et on en fait une thématique. Cette thématique-là devient ce qu'on va danser et ce qu'on va exprimer du coup par le corps et après par la parole. Les cours sont donnés en France et au Congo. Alors pour l'instant, on est surtout en France. Au Congo, on avait fait des ateliers là-bas, mais la difficulté, c'est de pouvoir repartir parce que les financements sont difficiles. Mais en fait, aujourd'hui, notre objectif, c'est de démontrer en fait la viabilité de notre projet de manière scientifique. Donc, on va faire une recherche-action sur la France et sur le Congo pour justement que les prises en charge là-bas, qu'on ait les moyens financiers en fait de pouvoir être là-bas en tout temps et surtout de former des personnes là-bas sur notre méthode. Alors sans rentrer dans des détails voyeuristes, j'aimerais savoir comment toi, en tant qu'homme, tu arrives à les faire se reconnecter à un corps qu'on leur a dépossédé et potentiellement dépossédé par un homme, leur agresseur.
Alors cette question, elle est vraiment primordiale en deux sens. Elle est primordiale d'abord parce que quand je suis parti au Congo, j'ai pas fait attention à cette problématique-là. J'ai foncé comme d'hab. Et en revenant, quand on leur a envoyé un documentaire pour mesurer un peu ce qu'on avait fait avec elle, et que du coup mes collègues m'ont dit oui, Boléwa, ce serait bien de mettre qu'est-ce que ça a fait de danser avec un homme. Et vu que mes deux autres collègues étaient blanches, il y avait marqué aussi qu'est-ce que ça faisait de travailler avec des femmes blanches. On a envoyé ça, et en fait la Fondation Panzi et les femmes là-bas l'ont pris presque comme une insulte en fait. Et d'ailleurs ça m'a posé de gros problèmes, parce qu'à la fin ils voulaient presque plus me parler. Ils m'ont dit vous voulez nous ramener vos problématiques identitaires chez nous, en disant que en gros ceux qui viennent avec sincérité travailler avec elles et leur apporter ce qu'ils ont, mais ils sont les bienvenus en fait. Et qu'ils soient hommes ou femmes, il n'y a pas de, qu'ils soient blancs ou noirs, il n'y a pas de problématique. Et c'est nous qui nous posons toutes ces questions-là en fait. Eux, ils sont dans quelque chose d'urgence en fait. Et l'urgence fait que les réponses ne sont pas genrées. Et moi, c'est vrai que ça m'avait fait, j'y pensais pour ici, mais j'y pensais pas pour là-bas. Donc ça a été très compliqué après à leur dire mais non, mais écoutez, c'était pas pour vous manquer de respect, hein, et vous apporter nos problèmes identitaires, blablabla, bref. Puis quand j'étais là-bas, elle se demandait qu'est-ce que faisait un Français congolais là-bas en fait pour venir danser avec elle. Bon, moi je pouvais pas l'expliquer, donc j'ai dansé. Après ici, je me suis posé la question, et en fait moi, j'ai passé ma vie dans des salles de danse. Donc, j'ai passé ma vie en minorité autour de femmes. Je donne des cours de danse depuis 17 ans. Et depuis 17 ans, je suis quasiment le seul mec autour de 5, 10, 15, 20, 30 femmes. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai pas trop intégré, en fait. J'y vais de manière naturelle parce que c'est mon métier. Et que c'est mon métier de me retrouver toujours en minorité de la sorte. Donc c'est vrai que c'est pas une question sur laquelle je m'arrête énormément. Après, je peux comprendre si certaines femmes ne viennent pas parce que justement je porte cette représentation. Mais moi, ça ne m'arrête pas parce que en fait j'ai appris à éduquer mes yeux en fait dans la manière dont je porte mon regard sur chacune de ces femmes qui prennent mes cours ou qui prennent des ateliers. C'est vrai que j'ai dû apprendre à éduquer, et c'est des trucs que je me posais des questions quand j'avais, 17, 18 ans, et qu'il y avait des femmes qui étaient là avec leur forme et tout, et que moi je suis le seul mec, et que je leur demande de sortir la poitrine, ou de bouger les hanches et tout ça, donc toutes ces représentations qui peuvent emmener à la sexualité et tout ça. À force, j'ai vraiment fait attention à comment je porte ce regard sur la poitrine, les hanches, tout, même les bras, la tête, donc ça, petit à petit, à force, maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est intégré. Et donc, quand je suis en cours ou en atelier, ce sont soit des élèves, soit des bénéficiaires, mais en fait, elles perdent un peu le côté du genre femme, féminin, quoi. Ce qui est fort dans ton travail et ton approche, c'est la manière dont le corps se lie directement au mental, et comment la danse finalement permet de se réapproprier tout ça dans la joie après des moments horribles vécus par ces victimes. D'après ton travail avec différents psys, est-ce que c'est propre aux femmes, aux personnes noires ou d'origine africaine, ou est-ce que c'est vraiment un outil que tout le monde devrait développer pour débloquer des blocages physiques et ou affectifs ? Alors, d'après les retours des réseaux sociaux, ça devrait parler à tout le monde. Et de plus en plus de gens, s'y dirigent. En tout cas, je reçois plein de messages de la sorte. Et je pense qu'il y avait d'autres gens aussi avant moi qui le faisaient déjà, mais qui n'étaient pas connus. Après, je dis souvent qu'en fait, c'est pas que moi, et j'en suis sûr que je t'ai entendu le dire dans Miroir, Miroir, mais le corps a toujours été l'outil par lequel on est passé pour contraindre psychologiquement les femmes. Du coup, le corps a un enjeu beaucoup plus grand chez les femmes que chez les hommes. Et c'est pour ça que sûrement on les retrouve beaucoup plus dans des salles de danse que les hommes. Et du coup,
le passage par le corps pour se libérer est un passage qui est du bon sens en fait. Parce que vu qu'on a essayé de contraindre depuis la nuit des temps par des ceintures de chasteté, où les hommes partaient avec la clé, par des fers à repasser qu'on passe sur le sein, des bandes qu'on met sur les pieds, ou je ne sais quelle autre bêtise on a inventé, voire même Serena Williams à qui on vient lui parler de sa tenue à Roland-Garros, alors que c'est la plus grande joueuse de tous les temps de tennis. Bref, on est toujours passé par le corps pour contraindre les femmes, et aujourd'hui, je pense que du coup, il faut repasser par le corps pour qu'elles puissent se réapproprier leur narration, et donc du coup, se réapproprier leur psyché. Donc ça, je pense qu'il y a une vraie spécificité là-dedans. Ensuite, évidemment, la question raciale, elle est importante, parce que dans le corps, on a toujours aussi eu encore une plus grande attention sur le corps des femmes noires. On l'a vu avec la Vénus noire, là, comment on pouvait carrément les déshumaniser en passant par le corps, encore une fois. Donc, pour moi, c'est vrai que ça a toujours été un objet de lutte, et l'affirmer tel que je l'affirme sur la couverture, ou quand je danse à tout moment, que je suis du coup torse nu et autres, c'est peut-être aller à fond dans le stéréotype, mais qui n'est pas un stéréotype pour moi, mais je sais que c'est un stéréotype pour tout le monde, mais pour le casser en fait derrière, pour le dépasser, mais ne pas l'esquiver en fait, ce stéréotype. Et donc du coup, c'est un mécanisme sur lequel moi je me suis toujours, quand on était à New York, on nous a même dit, mais si vous perdez une partie de la population qui veulent pas vous lire parce que ils voient un homme noir torse nu, costaud, machin, est-ce que c'est pas être trop romantique et ne pas assez être pragmatique, parce que à l'intérieur c'est pas ce que vous montrez, mais en fait les deux vont ensemble. Donc il faut aller à fond dessus pour casser, et ceux qui arrivent à passer, ils ont une belle surprise qui est l'intérieur. Donc du coup, à travers la danse, la prise en charge pour moi psychologique passe par vraiment ce corps en mouvement, ce corps qui se libère des carcans dans lesquels on l'a enfermé, ce corps qui casse en fait tous ces carcans. Donc d'abord spécifiquement, les femmes aujourd'hui, celles avec qui je travaille le plus sont des femmes noires, dans les 2 centres où je suis. Ensuite, les femmes, et puis ensuite le reste de la population. Je te demandais si c'était propre aux femmes aussi, parce que même si c'est connu que les hommes dansent, notamment dans certaines disciplines plus que d'autres, il y a dans la danse, surtout dans celle que tu enseignes, une liberté de mouvement qui doit permettre de libérer ces codifications de genre. Je ne sais pas si tu danses là. Mais est-ce que pour chacun de vous, c'est une discipline qui peut aider à sortir des représentations viriles qu'on associe souvent aux hommes noirs? Après, la danse, ça a toujours été un kiff, en fait. Pour moi, c'est plus le côté festif, la célébration, en fait. Moi, c'est plutôt comme ça que j'ai grandi. Et quand j'ai toujours vu mes oncles, tantes, ma famille danser, il n'y avait pas d'hommes et pas de femmes, en fait. C'était juste normal. En fait, il y avait juste des pas. Et ça s'arrêtait là, en fait. Et le tempo des djembés, en fait. Et est-ce que ça t'a aidé, toi, dans ton développement d'homme? Dans mon développement d'homme, ce que je veux dire, c'est que ça m'a pas... En comparant avec la France, la position dans les danses à deux, la position du cavalier, etc., l'homme qui doit diriger, etc., que j'ai vu autre chose que j'avais pas vu, en fait. J'ai mes souvenirs d'enfants, de mariage, de baptême ou autre, en fait. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait... on demandait à un corps masculin de s'affirmer et de prendre le lead. Ce que je voyais pas dans la culture dans laquelle j'ai baigné, en fait. Je voulais parler de masculinité noire avec vous parce que c'est un sujet qu'on aborde peu dans les médias et pourtant qui est souvent associé à plein de clichés autour des hommes noirs qui seraient forcément forts, virils, grands, avec un appareil génital développé. J'en passe. Est-ce que, en grandissant, vous vous êtes senti obligé, entre guillemets, de devoir répondre à ces codifications ? Le corps noir en France, c'est quelque chose qu'on doit contrôler et qui est contrôlé. Ça veut dire que, basiquement, passé l'adolescence, la police te contrôle. Tu veux aller en soirée, on te contrôle à l'entrée. Et passer le contrôle, même dès l'école, on essaye de discipliner ton corps.
l'objectif pour les garçons et ce qui va jouer le passage de la générale à la technologique, au-delà des notes, c'est aussi le comportement, le corps, comment il s'articule dans l'institution scolaire, comment on a réussi à le dompter ou pas en fait. Et de là, on peut te faire un choix de carrière qui te mène après sur une autre vie. Et passer la puberté, etc., tu comprends que les gens ont des attentes envers ton corps. Tu dois être grand, fort, et tu dois être capable des prouesses qui vont des pas de danse à l'intimité d'une chambre. Oui. Mais en même temps, si tu réponds pas à ces injonctions, t'es en danger aussi. C'est-à-dire que derrière ces injonctions de force, on va du coup les tester. Donc tu peux te faire agresser parce que justement on veut tester sa propre force sur la représentation que tu es. Et pareil, peut être pas en danger, mais tu peux être vite caricaturé parce que du coup tu as ces femmes blanches qui vont venir à toi. Et psychologiquement, tu peux être en danger parce que tu ne sais pas comment répondre en fait à cette injonction et tu sais pas comment. Donc si tu y réponds pas, en même temps, ça devient une vraie problématique pour toi à gérer. Il y a c'est un rappeur qui dit je préfère faire peur que faire pitié en fait. Et du coup, tu veux pas faire pitié, tu préfères faire peur. Tu préfères être dans la position du dominant que dans la position du dominé. Parce que de base, déjà, tu pars de la position du dominé. Donc c'est vrai que on les porte et si on n'y répond pas, on a tous ces problèmes derrière. Donc forcément, on colle à ces représentations. On est constamment sujet à des injonctions, en fait. Ce qui nous caractérise en tant qu'individu minoritaire, c'est qu'on n'a pas le droit à la neutralité et à l'indifférence. Un corps noir, masculin ou féminin, n'est jamais indifférent. Il doit se justifier, en fait. Le tu viens d'où, le pourquoi t'es là, c'est qu'est-ce que ton corps fout ici, en fait. Et donc ça, c'est la première injonction. Et c'est le premier truc auquel il faut répondre très vite. Et de là, on va décider de voir si on peut te mettre dans des catégories de noir gentil, de noir désirable, de noir domptable ou de noir sauvage, etc. Mais il y a toujours des injonctions et tu passes toujours des tests, en fait. Et tu es toujours testé en tant qu'individu noir. Est-ce que vous avez l'impression que vos différentes facettes en tant qu'homme noir sont représentées dans les médias ? Non, mais on rit parce que tu joues bien la naïveté. Absolument pas, en fait. En fait, c'est très binaire. En fait, on est dans un système qui est très binaire. C'est gentil méchant, en fait. On est plutôt dans ça. On est dans gentil méchant, désirable pas désirable, ou se rend désirable ou se rend indésirable, en fait. Et c'est le regard blanc qui représente, avec ces fantasmes, qui ont toute une historicité très longue, en fait, qui date de plusieurs siècles. Et donc, on est encore dans ça. Et les stéréotypes de l'esclavage et de la colonisation ont joué. Et aujourd'hui, on est vraiment dans « est-ce un corps menaçant ? Est-ce un corps divertissant ?» Et on n'est que dans ces deux domaines-là. C'est vrai que je joue la naïve, mais parce que je sais, j'ai conscience qu'effectivement c'est très très mal représenté, mais c'est pas vraiment les mêmes codes que c'est le cas pour une femme noire, par exemple. Donc en tant que femme noire, moi je peux pas exactement me représenter ce que vous vivez, parce que je pense que l'une des premières choses que vous vivez, c'est le sentiment de peur. Enfin, vous avez toujours l'impression d'arriver dans une salle et on a peur de vous parce que vous êtes grand, parce que vous représentez soi-disant une espèce de violence qui peut être le cas aussi chez les femmes noires, mais de manière très très différente et peut-être plus insidieuse. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je vois plus dans les séries, dans les films, des représentations différentes aussi de fragilité, en fait, du droit justement à la fragilité, à la sensibilité, qui n'était pas le cas auparavant. Et donc c'est pour ça aussi que ma question était naïve, parce que peut-être que vous l'avez aussi ressenti. À un moment, en fait, j'avais repris un texte d'un collectif féministe qui avait écrit « J'en ai marre d'être une femme ». Et moi, j'avais repris ça en disant « J'en ai marre d'être noire ». Et j'avais mis exactement tout ce que
tout ce que tu racontais, cette peur de faire peur et de toujours devoir coller, en fait, à un moment, d'être soit exemplaire, soit méchant, et de pas pouvoir être entre les deux, et de voir cette binarité, comme dit Bala, où il faut absolument sourire à la caméra, au risque de faire peur. Justement. Et tu vois, en ce moment, si j'ai accepté toutes les émissions ou tous les trucs où on me demande, c'est parce que j'en avais marre de voir que des gens binaires, en fait. Soit on ramenait le mec méchant qui va jouer le méchant sur la table, soit on ramenait le mec gentil qui va sourire et qui va faire rire les gens, et ça, qui sont souvent des humoristes. Et du coup, maintenant qu'on a un peu la possibilité de commencer à prendre le pli, en plus, moi, je rentre dans plusieurs cases. Je suis aussi l'artiste, donc on me voit le divertissant. Mais en même temps, c'est pour ça que je parle d'artiviste, pour leur dire que, non, en fait, de mon art, je défends des causes, et des causes dans lesquelles on est tous, on devrait tous se plonger. Et du coup, j'ai aussi ce côté où je suis pas content, en fait. Je suis pas content de la situation dans laquelle on est, et je peux pas vous dire que c'était mieux avant ou c'est déjà pas mal aujourd'hui, tu vois. Et donc je joue de ces ambivalences, et après, c'est vrai qu'il y a un producteur qui m'a dit il y a pas longtemps, oui, mais toi c'est bien parce que tu passes bien, et du coup t'es le bon client, tu parles bien. Donc tu parles bien pourquoi ? Pour un noir, évidemment. Encore une fois, c'est soit on les accepte, ces injonctions, soit on rentre dedans et on essaye de les casser, de l'intérieur et de l'extérieur. Ce que je peux faire très bien de l'intérieur, Bala le fait très bien de l'extérieur, et vice-versa. Et en même temps, sinon, on n'y est pas, en fait. Sinon, on se laisse binariser par les médias, et on continue à se construire en contre, ce qui, moi, m'intéresse pas. Alors, cette question de la sensibilité masculine, je suis content qu'elle arrive, parce que nous, on a toujours été des êtres sensibles, on s'en fiche ça fait notre force, c'est ça qui fait que on a pu écrire un livre de cette manière, mais souvent, malheureusement, elle est caricaturée pour moi, et c'est là où aussi j'essaie de pousser. Moi, j'ai envie de montrer que la représentation du mâle alpha, comme on dit, peut être un homme sensible, et qu'on n'est pas obligé d'aller dans des masculinités qui, eux, ont dû faire l'objet de réflexions sur leur propre masculinité. C'est-à-dire que moi, tu vois, avec le côté viril, machin, musclé, blablabla, l'image qu'on a de moi, on se dit souvent, mais pourquoi les femmes, en fait ? C'est quoi son truc ? Donc, du coup, j'aimerais faire parler un peu plus, du coup, ces hétéros normés de leur sensibilité, parce que je pense que ça passe par là, en fait. Est-ce que vous avez des ouvrages à recommander qui ont changé votre vie ou vous ont aidé à mieux comprendre qui vous étiez ? Bala ? Ouais, il y a pas mal d'ouvrages, mais... Ça peut être aussi un documentaire, un film. Mais on va essayer de rester sur des modèles francophones, parce que sinon on sera toujours taxé d'américanisme et d'atlantisme. Donc du coup, je vais prendre Frantz Fanon, parce que il y a quelque chose qui est très occulté dans le... En fait, quand on décortique le style de Frantz Fanon, c'est que c'est une écriture vraiment sur le corps, enfin chevillée au corps. Les métaphores, elles sont sur les organes, en fait, du corps humain, etc. Et il fait quelque chose qui est primordial, c'est qu'il ne divise jamais l'esprit, le corps, la psyché et le corps. En fait, c'est un tout qui est articulé, et il articule son écriture et sa littérature autour de ça. Donc du coup, je pense à Peau noire, masque blanc, Les damnés de la terre, etc. Et sur la sensibilité aussi, il y a Vers la tendresse d'Alice Diop, qui est un documentaire qui montre aussi cette sensibilité, cette vulnérabilité, notamment sur les corps noirs. Et plus récemment, il y a eu Marianne et le garçon noir, qui est un livre qui a été dirigé par Léonora Miano, mais qui raconte les masculinités noires, comme le fait que là, ce soit une femme noire qui nous invite, nous, hommes, à parler de nos masculinités.
Mais donc, il y a pas mal de choses qui se font. Et le livre, il a aussi cette force-là, dans le sens où c'est deux hommes noirs qui racontent un homme noir. Et il montre aussi qu'en fait, on est condamné à créer, nous, pour changer la narration, en fait. On va pas nous faire ce cadeau et on n'est plus dans l'attente, dans la longue attente qu'on nous regarde justement, en fait. C'est à nous d'imposer le tempo et le récit. Pour nous, par nous, quoi. Et toi ? Il a dit l'essentiel, vraiment. Fanon, qui est une de mes plus grandes claques. Je rajouterais peut-être Amin Malouf aussi, avec les identités meurtrières, qui ont été les livres, moi, qui m'ont beaucoup marqué. Après, c'est difficile de pas passer de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, on va passer de l'autre côté peut-être de la Méditerranée. Mais je pense que le livre de Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté, m'a été beaucoup utile, surtout quand je faisais mon road trip en Afrique. Vraiment, ça a été un vrai coup de poing. Et puis quand j'étais petit, Amadou Hampâté-Bâ, vraiment. Amkoulel, l'enfant Paul, et Tierno Bokar, vraiment c'est vraiment les livres qui m'ont construit en tant qu'homme noir, parce qu'on avait des représentations qui étaient biaisées, que ça soit la famille ou que ça soit l'extérieur. Et du coup, pour se construire en tant qu'homme noir dans cet univers, c'est ces personnages-là qui m'ont accompagné dans mes lectures. Et puis après par contre, ouais, dans tout ce qui est film et séries, là, c'est... La liste est longue. Là, ouais, il faut aller de l'autre côté, dans le West Side. Tu nous enverras une liste. On la mettra en lien de l'épisode. Avec plaisir. Merci beaucoup, Boléwa et Bala. Merci à toi. C'était l'épisode 18 de Miroir Miroir, produit par Nicolas Jean-Jean. Merci. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles de préférence sur iTunes avec des mots doux. Et pour rattraper tous les autres épisodes, rendez-vous sur binge.audio et sur toutes les plateformes de streaming audio. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines. À très vite. Binge.